qui était un outil, qui est désormais un outil incontournable dans la rédaction, la présentation de vos travaux scientifiques. Également, Stata pour l'analyse. Vous savez, actuellement, dans un monde où les données sont un peu partout et que les décisions à présent sont prises à partir des données collectées qui traduisent la réalité des terrains. Et maintenant, cette connaissance, ce n'est pas pour tout le monde et puis c'est ça qui fait la différence, comment utiliser les données et savoir des données, prendre des décisions, formuler des recommandations et c'est tout ce que nous sommes en train de voir dans ce webinaire depuis hier d'ailleurs avec notre formateur. Voilà, sans beaucoup parler, je vais directement rappeler nos consignes pour notre session. Voilà, à tous les participants qui nous rejoignent maintenant, alors qu'il vous plaît de garder vos micros fermés pour garantir le bon déroulement de notre session. Voilà, si vous voulez prendre la parole, alors cochez l'option, bien l'outil, la main, donc levez la main, on vous accordera la parole. Ou bien il y a un autre moyen, laissez directement un message dans le chat de la session. Le formulaire, je pense que le formateur pourra y revenir et pourra vous lire et répondre ensuite à votre question. Voilà, je ne veux plus monopoliser la parole. Je déclare déjà la session, elle est ouverte. Bienvenue à tout le monde. Merci de vous installer. Je pense que vous êtes déjà bien installés, que vous allez profiter de cette session. Merci et bienvenue à tout le monde. Monsieur le formateur, vous avez la parole. Pardon, avant de vous laisser la parole, on peut faire ça. Bon, en présentiel, on applaudit pour le formateur, mais comme on est en ligne, on va applaudir avec les icônes, avec nos petits emojis en bas. Est-ce qu'on peut applaudir tout le monde? On applaudit, on peut lancer. On applaudit, oui, voilà, on est qu'un notre formateur avec des applaudissements. Voilà, très bien, bienvenue formateur, vous avez la parole. Merci bien, Gédéon, pour vos propos introductifs. Donc, en fait, du côté de Bukavu, vous vous êtes réunis quelque part pour suivre le webinaire ensemble, c'est ça? Non. Ah, ok. C'est ce qui m'a semblé. Bien, donc, on va pouvoir commencer. Rebonjour tout le monde. Donc, hier, on avait commencé avec ce webinaire qui porte sur l'analyse de régression linéaire avec Stata. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, donc, l'analyse de régression linéaire. Donc, hier, on a, n'est-ce pas, parlé un peu du modèle de régression linéaire pour rappeler quelques éléments théoriques, rappeler les hypothèses. On a présenté les données qu'on allait utiliser pour la pratique. On a donc commencé par une analyse descriptive et on a commencé à voir comment est-ce qu'on peut estimer le modèle de régression linéaire proprement dit par la méthode de moins de carré ordinaire. On a, n'est-ce pas, expliqué les sorties Stata et on a fait le test de linéarité entre, n'est-ce pas, notre indice d'inclusion financière qui était notre variable dépendante et l'âge, n'est-ce pas, qui est notre variable explicative d'intérêt. Et donc, cela a abouti au modèle avec l'âge et l'âge au carré. On a expliqué comment on pouvait faire cela et comment est-ce qu'on faisait pour trouver, n'est-ce pas, l'âge seuil, c'est-à-dire l'âge à partir duquel la relation entre l'âge et l'inclusion financière changeait, n'est-ce pas? OK. Donc, aujourd'hui, on va poursuivre notre analyse. Je crois qu'on a vu également hier, oui, le test d'omission des variables. Exactement. Voilà, je crois que c'est à ce niveau qu'on s'est arrêté. Donc, on avait fait estimer le modèle complet en ajoutant les variables de contrôle, c'est-à-dire le genre, le niveau d'éducation, n'est-ce pas, le quintile de revenus, le fait de savoir si le pays d'appartenance de l'individu interrogé
avait appliqué le confinement pendant la COVID-19, la variable qui indiquait la sous-région d'appartenance du pays et la vague de l'enquête Global Findex. Donc là, on a un modèle plus ou moins complet. Bien sûr, sur ce modèle, on peut également refaire le test d'omission des variables pour voir, et ainsi de suite, d'accord. Donc ça, c'est à titre pédagogique qu'on le montre. Le but n'est pas de faire une analyse qui va paraître dans World Development. Donc, c'est juste à titre pédagogique pour qu'on comprenne comment est-ce qu'on fait ces choses-là dans une analyse réelle. Et donc, le test qu'on va voir, avec lequel on va commencer aujourd'hui, c'est le test de multicollinéarité. Vous vous rappelez, dans les hypothèses fondamentales du modèle de régression linéaire, il y a cette hypothèse-là d'absence de collinéarité parfaite entre les variables. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que lorsque vous mettez une variable binaire dans un modèle, les deux modalités n'apparaissent pas. Parce que l'une des modalités est forcément une combinaison linéaire de l'autre. Donc, on ne peut pas les mettre tout ensemble dans le même modèle et inclure encore une constante. Si on veut mettre, par exemple, là, je vais partager, je vais aller dans Stata pour vous montrer quelque chose. Si vous faites la régression de l'inclusion financière, avec, par exemple, la variable de genre, vous rappelez qu'il faut mettre i point ici pour préciser que female est une variable binaire ou alors qualitative. Donc, si on fait la régression, vous voyez que il ne nous laisse que la modalité female dans le modèle. Parce que cette variable-là a deux modalités, d'accord? Cette variable-là, elle a deux modalités parce qu'elle nous indique le genre de l'individu, vous voyez. Elle nous indique si l'individu est de sexe masculin ou alors s'il est de sexe féminin. Mais quand on met la variable dans le modèle, elle nous met juste une modalité, à savoir female, mais elle reste donc comme référence. Ça veut dire que le chiffre qu'on obtient ici, en réalité, s'interprète comme la différence d'inclusion financière entre les hommes et les femmes. Et donc, le seul moyen, si on veut mettre les deux modalités dans le modèle, il faut retirer la constante. Il faut éliminer la constante. Parce que si on n'élimine pas la constante, le test, comment je vais dire, la régression ne peut pas avoir lieu parce qu'il y aura un problème de collinéarité parfaite. D'accord? Mais par contre, si on retire la constante, on peut estimer le modèle en mettant les deux modalités. D'accord? Bien. Malheureusement, bon, enfin, pas malheureusement, Stata est fait pour, n'est-ce pas, prendre en compte à chaque fois une modalité en laissant l'autre modalité comme modalité de référence. Mais on peut également contourner ça. Essayons de voir si on va générer une variable pour female et une variable pour male. D'accord? Ok, on va faire... ok. Essayez de voir. Voilà. Ici, on a créé deux variables indicatrices qu'on appelle des dummies. Vous voyez, le gender 1, là, c'est lorsque l'individu est de sexe masculin, et le gender 2, c'est lorsque l'individu est de sexe féminin. Vous voyez que si l'individu n'est pas de sexe masculin, il est forcément de sexe féminin. Et s'il est de sexe féminin, il ne peut pas être en même temps de sexe masculin. Donc, les deux variables là sont vraiment collinaires. Donc, si on l'a en mettant, on va voir un peu comment Stata va réagir par rapport à ça.
Vous voyez ce qu'il a fait? Il nous dit ici, omitted, vous voyez, il a mis gender 1, ça veut dire lorsque l'individu est de sexe masculin, et il a omis de mettre pour le cas où l'individu est de sexe féminin. Parce que s'il met les deux, ça ne peut pas se faire, d'accord? Il y aura un problème de multicollinéarité parfaite. C'est impossible d'estimer un tel modèle. C'est pour ça qu'il élimine une modalité chaque fois qu'on a une variable qualitative. Il retient une modalité comme référence et il met les autres modalités. Maintenant, si on veut, je pense que si on élimine la constante du modèle, ça peut marcher. Vous voyez, pour les individus de sexe masculin et on a aussi le coefficient pour les individus de sexe féminin. Vous voyez? Et donc là, en ce moment, si vous faites, normalement, si on fait la soustraction là, on va trouver quelque chose. Donc c'est pour ça il faut pas se surprendre lorsqu'on met une variable binaire dans le modèle. D'accord? Et donc, si dans votre modèle, quand vous mettez la variable qualitative, par exemple female, on a vu que female, c'est... Attendez, on va vérifier quelque chose. Bon, cette commande-ci, free, ça vous permet de voir les codes 1, pour male c'est 1 et pour female c'est 2, d'accord? Donc si dans le modèle ci que vous lancez, vous voulez plutôt mettre female comme référence et mettre male dans le modèle, parce que là si on lance comme ça, vous voyez que c'est female qui va être dans le modèle et c'est male qui sera la référence. Si vous voulez plutôt mettre male comme référence et female à côté, vous lui précisez ici que vous voulez mettre female comme référence en mettant I2 point. Ça lui dit que la modalité 2 là, il doit la garder comme référence. Et là, si vous mettez, attendez, attendez, mettre dans le modèle, d'accord? Quand vous mettez I1, ça indique à Stata que vous voulez plutôt mettre la modalité 1 dans le modèle et conserver la modalité 2 comme référence. OK. Et là, vous voyez qu'on a plutôt quoi? Male. Et donc, female, c'est de référence. Donc, en fonction de l'analyse que vous faites, vous pouvez vous-même choisir quelle modalité sera la référence. D'accord? Vous pouvez vous-même choisir. Bien. Donc, revenons donc au test de multicollinéarité. Donc, pour éviter les problèmes de collinéarité les unes des autres. Et donc, si on relance notre modèle complet, bien sûr, avant de lancer le modèle complet, il faut relancer la commande globale pour déclarer d'abord les variables de contrôle. Quand vous allez lancer la régression, si vous lancez directement la régression, si vous lancez directement cette commande-ci, vous voyez que Stata ne va pas reconnaître les variables de contrôle parce qu'on n'a pas déclaré, d'accord? Donc, il faut d'abord déclarer les variables de contrôle et donc on peut lancer notre régression complète. Voilà. Une fois qu'on a lancé, ça veut dire, dès que vous faites un modèle de régression où vous avez plus d'une variable explicative, il faut déjà penser à faire un test de multicollinéarité très souvent. D'ailleurs, dans la pratique, on conseille aux gens de considérer qu'il y a une multicollinéarité et donc de toujours penser à régler le problème de multicollinéarité. D'accord.
Oh, qu'est-ce que je veux dire? Le test, vous voyez, demande variance et les collinéarité, les erreurs standards vont être exagérées et les tests vont être un peu biaisés. C'est pour ça qu'il faut tester ça. Bon, ici, comment est-ce qu'on interprète? Vous voyez que le VI, n'est-ce pas, 10, considérer qu'il n'y a pas de problème de multicollinéarité. Et lorsque le VI est supérieur à 10, comme ici, vous pouvez considérer qu'il y a un problème de non, ici, A au carré, on devait être supérieur à 10. C'est normal dans le cadre de notre analyse, parce que au carré est forcément une combinaison linéaire de l'âge, n'est-ce pas? Donc, mais comme nous, on a besoin, on a expressément mis ça dans notre modèle pour les besoins d'analyse, on va donc laisser ça comme ça. Il n'y a pas vraiment de problème parce qu'on sait a priori que ces deux variables-là sont reliées. Et c'est justement pour cette raison qu'on les a inclus dans le modèle parce qu'on a besoin de ça pour des analyses, n'est-ce pas? Mais vous voyez que pour le reste des variables, il n'y a pas de problème de multicollinéarité. Les VIF sont tous inférieurs à 10, très, très inférieurs à 10. D'accord? Donc, on ne va pas s'inquiéter. Maintenant, si dans les données que vous analysez, vous remarquez qu'il y a un problème de multicollinéarité, généralement, ce qu'on conseille, c'est il faut enlever les variables. Si vous avez des variables explicatives qui sont très corrélées entre elles, vous devez soit enlever certaines, vous devez enlever et garder seulement une des deux, ou alors, si vous avez plusieurs variables qui sont reliées entre elles, mais que vous voulez les garder dans votre modèle, vous devez plutôt en faire une mesure composite. Vous pouvez faire un indice de ces variables-là pour mettre dans l'indice dans le modèle et éviter le problème de multicollinéarité. D'accord? Donc, voilà comment on fait donc ce test-là et comment est-ce qu'on l'interprète. Ensuite, on doit faire un test d'hétérocédasticité parce que également l'une des hypothèses du modèle de régression linéaire, c'est l'hypothèse d'homocédasticité. Ça veut dire que euh, les erreurs du modèle, les erreurs d'estimation du modèle, de prédiction du modèle, doivent être les mêmes, quelle que soit la valeur prédite. D'accord? Si les erreurs changent en fonction de la valeur prédite, là, on a un problème d'hétérocédasticité. Et à partir de là, si on a un problème d'hétérocédasticité, n'est-ce pas, les tests de student de causalité individuelle seront biaisés. Seront biaisés. Et même les erreurs standards seront erronées. Donc, il faut tester l'hétérocédasticité. En règle générale, en économétrie appliquée, on conseille de toujours considérer qu'il y a un problème d'hétérocédasticité et de toujours régler le problème d'hétérocédasticité. Mais si on veut tester, n'est-ce pas, la présence effective d'hétérocédasticité dans le modèle, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est que après avoir lancé la régression, on peut lancer cette commande head test, vous voyez, hétérocédasticity test. Donc, si on lance ça, c'est un test de Bruch-Pagan ou alors un test de Cook-Weisberg, n'est-ce pas? C'est un test d'hétérocédasticité. C'est le fameux test de Bruch-Pagan. Et, n'est-ce pas, l'hypothèse nulle de ce test, c'est que, n'est-ce pas, il n'y a pas un problème d'hétérocédasticité. Donc, la variance est normalement distribuée.
n'est-ce pas? La variance est constante pour tout le monde, pour toutes les valeurs estimées. L'erreur d'estimation est la même, quelle que soit la valeur estimée. Et vous voyez, comme la statistique, c'est un test de Q2, vous voyez, voilà la statistique du test. Et ici, vous voyez la valeur P, la P-value, comme elle est inférieure au seuil usuel, notamment le seuil de 5%, donc 0,05, on va donc rejeter l'hypothèse nulle et considérer qu'il y a un problème d'hétérocédasticité. D'accord? Et ce test-là peut aussi se faire de façon graphique. D'accord? Ce test-ci, si vous lancez cette commande, RVF plot là, vous allez obtenir un test graphique d'hétérocédasticité. Voilà. Vous voyez, ce graphique nous permet aussi de voir s'il y a ou pas un problème d'hétérocédasticité. Vous voyez que s'il n'y avait pas un problème d'hétérocédasticité, ce que vous voyez là, les points là, ce sont les résidus de l'estimation. Et ici en bas, vous avez la valeur estimée, les valeurs estimées. Vous voyez que les résidus d'estimation ne sont pas les mêmes pour toutes les valeurs estimées. À mesure qu'on avance vers les grandes valeurs, vous voyez que c'est comme si les erreurs ont tendance à être grandes aussi. Vous voyez comment ça évolue comme ça, comme une sorte d'entonnoir, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qui prouve que, effectivement, la variance des erreurs n'est pas la même d'un individu à l'autre, d'une estimation à l'autre. Donc, il y a effectivement un problème d'hétérocédasticité. Et donc, s'il y a un problème d'hétérocédasticité, il faut donc le régler. Et le moyen de le régler, c'est de faire ce qu'on appelle, d'utiliser la méthode des moindres carrés généralisés. Et les moindres carrés généralisés ici, c'est simplement, en fait, la méthode des moindres carrés généralisés, c'est simplement d'appliquer la méthode des moindres carrés ordinaires sur des données qui ont été corrigées pour régler le problème d'hétérocédasticité. Et dans Stata, pour faire ça, c'est hyper simple. Il vous suffit d'ajouter une virgule comme ça et de mettre l'option robuste. Donc, lorsque je fais mon estimation avec l'option robuste, ça s'appelle la méthode des moindres carrés généralisés ou encore la correction de White. On appelle aussi ça correction de White. Méthode des moindres carrés généralisés ou correction de White. Et vous voyez, ici, là, voilà le résultat que vous avez. Vous n'avez plus le tableau d'analyse de la variance parce que ça n'a plus vraiment de sens ici. Et donc, ça, c'est un modèle dans lequel il n'y a pas de problème d'hétérocédasticité. Bien, à partir de là, je vais faire une petite pause et revenir vers vous. Pour être sûr que jusqu'ici, tout va bien. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde jusqu'ici? OK. Donc, c'est bon, tout le monde a tout capté jusqu'ici, c'est ça? Super, OK. Donc, je vais repartager mon écran pour qu'on poursuive. Bien. Est-ce que le docteur Ozine veut dire quelque chose? Charlie? Ah, le docteur Charlie, oui. Vous pouvez prendre la parole, docteur. Bien gestion. En fait, je voudrais savoir si on peut un peu revenir, c'est-à-dire voir un peu ces tests-là c'est-à-dire reprendre un peu au niveau du test d'hétérocédacité avec, c'est-à-dire le graphique là. On peut un peu voir avec le graphique là. Je n'ai pas bien suivi la partie là, s'il vous plaît. Merci. D'accord, ça marche. Bien sûr, on revient dessus. Donc, permettez-moi de repartager mon écran. Ça, on va revoir ça. J'aime bien le test graphique d'hétérocédasticité aussi parce que ça permet
Vous voyez, on lance le modèle C dans lequel on n'a pas encore corrigé le problème de hétéroscédasticité. Et ensuite, on lance la commande RVFplot. D'accord. Et là, on obtient donc ceci. Vous voyez que si, à ce niveau-ci, s'il n'y avait pas un problème d'hétéroscédasticité, là, les résidus, n'est-ce pas, de l'estimation seraient identiques pour toutes les valeurs estimées. Vous voyez, voici les valeurs estimées ici en abscisse. Voici les valeurs, vous voyez, fitted values. Ce sont les valeurs estimées en abscisse. Donc, les valeurs estimées de l'indice d'inclusion financière par le modèle qu'on vient d'estimer, d'accord? Ça, ce sont les valeurs, ce sont les valeurs estimées de l'indice d'inclusion financière. Et ici, ce sont les résidus de l'estimation. Ça veut dire qu'à chaque fois, pour chaque valeur estimée ici, on met le résidu correspondant. Et vous voyez que les résidus sont un peu éparpillés. Ça montre que les résidus ne sont pas les mêmes. Si les résidus étaient les mêmes pour tout le monde, ça devait s'aligner ici sur cette droite qui passe sur 0. Par exemple, si le résidu, si l'erreur, c'est peut-être, si la variance de l'erreur, c'est 2, on aurait un résidu qui tourne là autour, qui est vraiment aligné autour de cette droite-ci, de cette droite qui passe sur 0. Et il n'y aurait pas comme vous voyez qu'il y a un changement. Par exemple, ici, au début, les résidus sont petits. Au fur et à mesure qu'on monte, on commence à avoir des grands résidus jusqu'ici, là. Vous voyez, ça montre que les résidus ne sont pas les mêmes selon qu'on estime des petites valeurs de l'indice ou alors quand on veut estimer les grandes valeurs de l'indice. Vous voyez comment c'est très volatile, là. Ça fait un grand nuage comme ça parce qu'effectivement, les résidus de l'estimation ne sont pas les mêmes. C'est cette différence-là c'est cette volatilité-là des résidus qu'il faut interpréter pour savoir si il y a un problème d'hétéroscédasticité ou pas. Donc, je ne sais pas si à ce niveau, c'est peut-être plus clair. Docteur, oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci bien. Merci. Merci à vous pour votre question. D'accord. Brain Academy, je vois qu'il y a 2 autres personnes qui veulent prendre la parole. Ah oui, il y a le docteur Ozine. Oui, vous pouvez prendre la parole. Bonjour, chers formateurs. Bonjour tout le monde. Merci pour la Bonjour, parole. Merci à vous d'avoir participé. Par rapport à la correction du taux d'hétéroscédasticité, s'il y a un problème d'hétéroscédasticité, comment le corriger? Si vous pouvez revenir, s'il vous plaît. D'accord. Quand il y a un problème d'hétéroscédasticité, ce qu'il faut faire, c'est appliquer la méthode des moindres carrés généralisés, MCG. Méthode des moindres carrés généralisés. Et donc, c'est quoi la méthode des moindres carrés généralisés? C'est simplement la méthode des moindres carrés ordinaires qu'on a appliquée sur des données qui ont été corrigées pour régler le problème d'hétéroscédasticité. Et comment ça se fait dans Stata? Ça se fait simplement en rajoutant l'option robuste. Ouais, vous pouvez écrire robuste ou alors juste RO. Laissez-moi partager l'écran, comme ça on va le revoir ensemble. Donc, vous appliquez donc les moindres carrés généralisés en rajoutant l'option robuste à votre régression. Vous voyez ici, je vous remontre la commande. Voici ça. Vous voyez, quand on lance ici, on a réglé le problème d'hétéroscédasticité. Ça s'appelle aussi correction de White. Il suffit d'ajouter une virgule à la fin de votre équation de régression et de mettre l'option robuste. Et donc, lorsqu'on lance ça, le résultat qu'on obtient là, ça s'appelle donc l'estimation par moindre carré généralisé ou alors la correction de White. Correction de White. White comme blanc en anglais. Donc, voilà
comment est-ce qu'on règle le problème d'hétérosédasticité en pratique. Est-ce que c'est bon là? D'accord, merci beaucoup, cher formateur. Je vous en prie, merci à vous. Oui, il y avait Brain Academia, oui. Brain Academia, vous pouvez prendre la parole. À quel niveau? À quel niveau est-ce? Oui. Bah, corriger dans quel sens? Dans votre cours d'économétrie, on vous a montré une matrice là qu'on fait pour appliquer les carrés généralisés. Théoriquement, c'est complexe, hein. Mais personne ne fait ça avec la main en théorie, n'est-ce pas? Tout le monde le fait dans un logiciel. Et je vous montre donc sur Stata pour le faire. Vous ajoutez juste l'option robuste à votre régression. Donc, quand vous faites régresse, vous mettez vos variables, vous faites virgule et vous ajoutez juste l'option robuste. Et ça permet donc de faire dans les moindres carrés généralisés. Et je disais que pour comprendre les moindres carrés généralisés de façon intuitive, c'est juste des moindres carrés ordinaires qu'on a appliqués sur des données qui ont été corrigées, n'est-ce pas, du problème d'hétérosédasticité. C'est tout. En fait, voilà là. Oui, allez-y. Oui, oui. Bon, vous avez un test statistique. On a vu le test statistique, c'est le test de Bruch-Pagan. Donc là, à ce niveau-là, c'est plus facile de l'interpréter. Vous pouvez faire le test statistique. Mais je ne suis pas d'accord. La lecture d'un graphique ne dépend pas d'un individu à l'autre. L'interprétation de ce qu'on voit dans le graphique peut-être, mais sinon tout le monde voit la même chose. Si on revient à ce graphe, attendez que je repartage. Si on revient à ce graphique, si on revient au graphique, vous allez vous rendre compte que les points sont dispersés, n'est-ce pas? Les points ne sont pas tous alignés autour, autour, n'est-ce pas, de la droite qui passe sur zéro. Vous voyez? Vous voyez que les points sont éparpillés, n'est-ce pas? Le nuage est gonflé. Et vous avez plein de points qui sortent même complètement du nuage un peu partout à mesure qu'on avance vers les valeurs les plus grandes, n'est-ce pas? Donc, vous ne pouvez pas dire que ça s'interprète d'un individu. Tout le monde peut voir ça, n'est-ce pas? Bon, peut-être que ce qui aurait aidé, ce serait peut-être de voir un graphique aussi dans le cas où il n'y a peut-être pas un problème d'hétérosédasticité et donc à partir de là de comparer. Mais bon, malheureusement, on n'en a pas un à notre disposition. Mais vous devez aussi savoir que dans la pratique, il va être extrêmement rare que dans un modèle où vous avez mis plusieurs variables explicatives, que vous n'ayez pas un problème d'hétérosédasticité. C'est pourquoi, en pratique, même les gens ne se dérangent même plus trop de faire le test. Ils mettent simplement robuste. Vous voyez? Oui, parce que la probabilité d'avoir un problème d'hétérosédacité est très élevée. Mais il faut tester ces choses-là, d'accord? Si vous voulez faire votre analyse de façon rigoureuse, il faut tester, il faut faire ces différents tests. OK, je ne sais pas si c'est bon pour vous, Brain Academia. OK, d'accord. Merveille à la main levée. Vous pouvez prendre la parole, vous aussi. Oui, merci, docteur. J'ai une question concernant le Oui, test d'hétérosédacité. Parfois, d'accord. on fait la régression simple sans corriger. Mais lorsque Oui, on fait le test d'hétérosédacité, on a oui. constaté qu'il y a présence d'hétérosédacité. On doit corriger ça.
et on Oui. corrige, on met au bus directement, les variables deviennent non significatives. Exactement. Exactement. Et Vous voyez que si vous n'avez pas corrigé le problème de théocédasticité, vous allez commencer à faire vos interprétations et dire que, ouais, vraiment, telle variable est statistiquement liée à tel autre facteur. Or qu'en réalité, ce que vous dites là, c'est juste que vous avez obtenu des écarts, des erreurs type erronées et que justement, ça a créé une fausse significativité dans votre modèle. bien, Parce dans que ce cas-là, on va faire comment? On va interpréter quel résultat? bah, si vos résultats ne sont pas significatifs, vous les interprétez en disant qu'ils ne sont pas significatifs. Vous savez, quand on fait l'économétrie, c'est pour voir c'est pour dire la vérité des chiffres. Ce n'est pas pour inventer un résultat. Je sais que bon, nous, les jeunes chercheurs débutants, nous, on aime quand il y a la significativité, non? Quand il y a les étoiles partout, on interprète, on est content. Mais ce n'est pas ça le but de l'économétrie. D'accord? Parce que si vous faites ça, en réalité, ce que vous dites n'est pas vrai. Vous êtes en train de mentir. Donc, vous devez faire votre modèle en disant que oui, la significativité là est erronée parce qu'on se rend compte qu'il y a un problème de théocédasticité et que quand on règle le problème de théocédasticité, les variables ne sont plus statistiquement significatives. Maintenant, vous devez poursuivre votre analyse plus loin. Vous devez réfléchir. Si vous étiez en train de faire, qu'est-ce que je vais dire? Si vous étiez en train de faire euh, un, une analyse de type, vous voulez voir les déterminants, par exemple, de l'inclusion financière, bah, tout ce que vous êtes en train d'obtenir là, c'est en train de vous dire que, bon, parmi les déterminants que vous avez mis dans le modèle, vous n'avez rien qui est vraiment un déterminant de l'inclusion financière. Vous devez continuer votre recherche. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'il y ait de la théorie. Si vous mettez juste les variables comme ça dans un modèle, vous allez avoir des choses qui vont vous dépasser. Mais s'il y a une théorie derrière qui sous-tend le modèle, alors à partir de là, vous n'allez pas avoir de difficultés à interpréter les résultats que vous avez. D'accord? Donc, il faut faire plus Ok. d'analyse. Peut-être qu'il y a un problème d'hétérogénéité. Peut-être que, par exemple, ici, nous on a des données sur l'Afrique subsaharienne. Vous voyez, dans l'Afrique subsaharienne, on a plusieurs sous-régions qui sont très différentes. L'état de l'inclusion financière en Afrique centrale n'est pas pareil qu'en Afrique de l'Est. Ce n'est pas pareil qu'en Afrique australe. Ou alors peut-être en Afrique de l'Ouest. Donc, il faut peut-être aller maintenant faire une analyse de l'hétérogénéité pour essayer de voir si peut-être le fait qu'il n'y ait pas globalement de significativité, ça ne masque pas les différences et que peut-être ailleurs, dans une autre région, il y a significativité. Donc, ça, c'est des choses que vous devez faire, d'accord? Bon, là, ça nous donne l'occasion de voir quelque chose. C'était une très bonne question, ça. Ça nous donne l'occasion de voir quelque chose. Si vous voyez que dans notre modèle, on remarque que la sous-région est significative. Vous voyez, il y a des différences significatives d'inclusion financière entre les régions. Alors, on peut vouloir, par exemple, si on veut s'intéresser uniquement au cas de l'Afrique centrale, voilà, on va essayer de voir quelle est la modalité qui correspond à l'Afrique centrale. Voilà, c'est la modalité numéro 4. Ça veut dire qu'on peut faire notre équation là, on peut faire notre estimation uniquement sur l'Afrique centrale pour voir un peu si c'est différent des autres régions, n'est-ce pas? OK, si on copie, pour faire ça, ce qu'on va faire, je vais mettre ça ici en bas. Voilà, on fait dit régression, on fait notre régression là. Avant de mettre la virgule là, on dit if sous-région, donc on prend la sous-région. Donc, on veut faire notre estimation. Si la sous-région, on est en train de dire à Stata, fait cette estimation-ci pour les individus qui appartiennent à l'Afrique centrale. Donc, on dit sous-région égale 2 fois et on met le numéro de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, c'est la modalité numéro 4. Et donc là, quand on lance ce modèle-ci, vous voyez que notre modèle-ci, vous voyez le nombre d'observations, 14 860, ça a été fait uniquement sur l'échantillon qui concerne l'Afrique centrale. Vous voyez?
Bon, voilà, naturellement, on ne peut pas, la variable région n'a plus cette place ici, c'est pour ça que le résultat n'apparaît pas. Vous allez voir que si vous comparez, vous allez voir que l'ampleur des coefficients est différente, peut-être même le niveau de significativité est différent, etc. D'accord? Donc, lorsque vous avez des difficultés dans votre analyse, n'hésitez pas à explorer ce genre de choses, d'accord? N'hésitez pas à explorer ce genre de choses. OK. Est-ce que c'est bon? Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre occupation ou alors est-ce que... Oui, merveille, allez-y. La deuxième question, c'est sur les transformations logarithmiques. Comment est-ce que on doit transformer ces variables-là? La transformation logarithmique, vous dites? Oui. OK. Bon, oui, souvent, dans les modèles, dans l'économétrie, les gens, au lieu d'estimer Y, ils estiment plutôt ln de Y. Bon, ça peut être pour plusieurs choses, hein, d'accord? Généralement, c'est pour régler les problèmes d'échelle entre les variables. Quand vous avez, par exemple, une variable qui est en milliards de dollars, vous avez une autre variable qui est peut-être en jours, etc. Ces gros écarts-là font que vos coefficients soient un peu bizarres. Et pour régler ça, vous passez plutôt à la transformation logarithmique. C'est pour régler les problèmes d'échelle dans les variables. D'accord? Parfois aussi, certains estiment que, bon, quand vous avez par exemple un indice qui varie entre 0 et 1, vous voyez que certains estiment qu'il faut plutôt estimer, au lieu d'estimer l'indice en lui-même, il faut plutôt estimer une transformation logarithmique de l'indice. Bon, mais c'est pas totalement correct parce que ça crée des problèmes dans l'estimation. Donc, il ne faut pas utiliser ces choses-là au hasard, d'accord? Et ça, c'est beaucoup plus dans la macroéconométrie qu'on voit ça. Quand vous faites les modèles, n'est-ce pas, de panels que les gens font, n'est-ce pas, où il y a des variables macroéconomiques qui sont souvent dans des échelles très différentes. C'est très souvent dans ce cas qu'on fait des transformations logarithmiques. Maintenant, en microéconométrie, la différence, c'est quoi? Macroéconométrie, c'est un peu l'économétrie qu'on fait sur des données macroéconomiques, hein, où on applique les données de panel sur les données macroéconomiques, parce qu'on peut aussi faire de la microéconométrie avec des données de panel. Mais la microéconométrie, c'est en fait l'analyse des données microéconomiques, ça veut dire les données individuelles ou alors les données sur les entreprises. Donc, par exemple, vous voyez ici, nous, on utilise une base de données qui porte sur des individus. C'est ça un peu la grande différence. Et c'est vrai que chez nous, en Afrique, il y a plus, les gens font plus de la macroéconométrie que de la microéconométrie. Vous avez plus de chances de voir dans un article quelqu'un qui a fait les GMM et ce genre de modèles que de trouver quelqu'un qui a analysé, n'est-ce pas, des données microéconomiques. Donc, on peut aussi faire la transformation logarithmique pour faciliter l'interprétation des coefficients aussi. Par exemple, si vous avez vu les études qui utilisent l'équation de salaire de Mincer, mettent souvent une transformation logarithmique du salaire. Et ça permet d'interpréter les coefficients en termes de pourcentage. Donc, voilà un peu les raisons pour lesquelles il ne faut pas faire ces transformations-là au hasard, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait une vraie analyse derrière qui justifie la transformation logarithmique. OK. Bien, on va donc pouvoir poursuivre. Je vais repartager mon écran. OK, donc après avoir vu et corrigé le problème d'hétéroscédasticité, on peut maintenant faire ce qu'on appelle le test de normalité. Parce qu'on a vu que, bon, oui, le test de normalité, en fait, n'est pas... Le problème de normalité des résidus ne se pose que lorsque vous avez des petits échantillons. D'accord? Si vous faites une analyse sur un grand échantillon, comme ici, vous voyez, on a 85 000, plus de 87 000 observations et plus. D'accord? Vous voyez qu'à partir, dans un tel travail, on n'a pas de problème de normalité des résidus. Ce n'est même pas nécessaire de le faire. Donc, j'ai juste mis ça ici à titre pédagogique
que vous voyez. Donc, si vous faites une régression, une analyse de régression avec un échantillon inférieur à 50 individus, ou alors de 50 individus en descendant, ou alors, si vous faites vraiment une analyse où il n'y a pas beaucoup, votre taille d'échantillon n'est pas grande, d'accord? Moi, je vous conseille d'avoir des tailles d'échantillon au moins à partir de 1000 individus si c'est possible, d'accord? Maintenant, si vous êtes en dessous, vous pouvez faire ce test-ci pour voir si les erreurs sont normalement distribuées. Mais sinon, dans la pratique, on considère qu'un échantillon est petit lorsqu'il est inférieur ou égal à 50 individus. OK. Donc, pour faire dans le test de normalité des résidus, il faut d'abord estimer les résidus. Donc, on lance notre régression. On prédit les résidus. Et on lance cette commande. Cette commande-là, pour prédire, donc pour générer une variable qui contient les résidus de l'estimation, vous faites predict, vous donnez le nom. Nous, ici, on appelle les résidus E, mais vous pouvez donner le nom que vous voulez. Vous mettez virgule et vous mettez réside. En réalité, si vous faites predict E sans mettre virgule réside là, vous êtes en train plutôt d'estimer Y chapeau. Ça veut dire l'indice, l'estimation de l'indice d'inclusion financière. Si vous voulez les résidus, vous devez mettre virgule et réside pour dire à Stata que ce sont plutôt les résidus de l'estimation que vous voulez. Donc, on lance cette commande. Vous voyez, il nous a généré une variable là. Si on vient ici, vous allez voir qu'on a une nouvelle variable qui s'appelle E. D'accord? Et c'est bien écrit residuals. Donc, une fois qu'on a fait ça, parce que le test est en fait un test graphique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ce que vous voyez en orange là, c'est la loi normale que vous avez certainement reconnue. Et ce que vous voyez en bleu, c'est la fonction de densité de l'indice d'inclusion financière. Enfin, des résidus, autant pour moi, de l'estimation. Des résidus de l'estimation. Vous voyez que ça ne suit pas vraiment la loi normale, non? C'est un peu écrasé, c'est un peu étalé ici, à droite. Et vous voyez comme c'est pointu ici. Donc, on ne peut pas dire que c'est normalement distribué. Ça se voit que ça ne suit pas vraiment la silhouette de la loi normale. Mais si vous avez du mal à interpréter le graphe, vous pouvez faire dans le test de Shapiro-Wilk, qui permet de voir si une variable est normalement distribuée. L'hypothèse nulle ici, dans ce test, c'est que la variable est normalement distribuée. Vous voyez ici, la probabilité est inférieure à 0, est égale à 0, autant pour moi. Ça fait qu'il faut rejeter l'hypothèse nulle de normalité, et donc ça montre que les résidus de l'estimation ne sont pas normalement distribués. D'accord? Si on était dans un cas où on a un petit échantillon, ça pose un gros problème, parce que ça veut dire que tous les tests qu'on fait dans l'analyse de régression linéaire ne sont plus des tests corrects, ce sont des tests qui sont biaisés. Donc, lorsque vous utilisez des petits échantillons, il faut toujours regarder ce test-ci pour ne pas faire, pour ne pas avoir ce type de problème, pour être sûr que vous n'avez pas ce type de problème. OK. Bien, après avoir fait cela, l'une des dernières choses qu'on peut faire en termes de test, c'est un peu de regarder la qualité d'ajustement, n'est-ce pas, de notre modèle. Ça, c'est très intéressant pour ceux qui font un modèle pour prédire, d'accord? Par exemple, si vous êtes un analyste financier, un analyste de crédit, vous faites votre modèle de régression pour prédire si le client qui demande le crédit va payer ou alors s'il va faire défaut. Dans ce cas-là, vous devez être sûr, avant d'utiliser ce modèle-là pour prédire, vous devez être sûr que la qualité d'ajustement de votre modèle est bonne.
D'accord? Et l'une des façons de voir ça, c'est en interprétant le R carré. D'accord? Si on lance notre régression, vous voyez par exemple ici que le R carré est de 14,2. D'accord? Ça signifie que notre modèle-ci ne peut pas être un bon modèle pour prédire. D'accord? Ça, c'est un modèle pour comprendre la relation entre les variables qui sont incluses dans le modèle et notre variable dépendante, c'est-à-dire l'indice d'inclusion financière. Mais on ne peut pas utiliser ça pour prédire le niveau d'inclusion financière d'un individu parce que vous voyez que le pouvoir prédictif de notre modèle n'est que de 14,2%. Et si vous voulez bien voir ça de façon visuelle, vous devez donc faire ce graphique. En fait, ce que vous faites, c'est que vous allez faire un graphique, un nuage de points entre la vraie valeur de FI, c'est-à-dire l'indice d'inclusion financière, et sa valeur prédite par le modèle. D'accord? C'est ce qu'on va faire. Donc, on commence d'abord par prédire, par faire la variable des valeurs prédites. Vous voyez, prédite, comme tout à l'heure. Et on met quoi? Le nom de la variable prédite. Donc, quand vous lancez ça, ça vous fait une nouvelle variable qui porte donc quoi? Les valeurs prédites de FI par le modèle qu'on a estimé. D'accord? Et maintenant, bon, vous lancez ce graphique. Vous pouvez faire, ça c'est tout ce que vous voyez là, c'est juste pour faire un graphique qui est facile à interpréter et tout, mais vous faites un graphique simplement comme vous savez faire un nuage de points sur Stata. D'accord? Et puis vous obtenez donc ceci. Ça, en réalité, c'est la première bissectrice. D'accord? Bon, ça ne passe pas à 45 degrés comme ça parce que vous voyez que l'échelle n'est pas la même sur les deux axes. C'est pour ça que c'est un peu couché. D'accord? Mais sinon, ça, c'est la première. En rouge, là, c'est la première bissectrice. Si notre modèle avait un bon pouvoir prédictif, si on avait un bon modèle, en fait, un modèle complet où on avait mis suffisamment de facteurs explicatifs et qu'on avait un R carré qui se rapprochait de 1, par exemple, vous allez voir que tous les points-ci allaient être alignés net sur la première bissectrice ici. D'accord? Mais vous voyez que ici, comme notre modèle n'estime que 14%, il n'explique que 14% de l'inclusion financière, vous voyez que c'est pour ça qu'on a un nuage éclaté comme ça. Vous voyez, regardez ça. Vous voyez que tout n'est pas bien aligné sur la première bissectrice. On a des points, c'est très volatile là. Et ça montre que, voilà, ce modèle-ci, tel qu'il est, on ne peut pas l'utiliser pour prédire, n'est-ce pas, le niveau d'accès et d'utilisation des services financiers d'un individu donné. On ne peut pas se servir de ce modèle pour faire de la prédiction. C'est vraiment important de comprendre ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que notre modèle est mauvais. S'il faut faire la différence entre les deux, d'accord? Parce que les gens pensent que quand on fait un modèle et que le R carré est faible, ça veut dire que le modèle n'est pas bon. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Le R carré nous dit simplement, nous montre simplement, nous permet simplement de répondre à la question, quelle est la proportion de la variation de l'inclusion financière qui est expliquée par les variables qu'on a mis dans notre modèle? D'accord? C'est tout. Ça ne veut pas dire que le modèle est mauvais ou qu'il est bon ou qu'il non. Ça nous indique la qualité d'ajustement du modèle. Ça veut dire, si on veut faire une prédiction, il faudrait qu'on ait suffisamment de facteurs explicatifs dans le modèle pour s'hasarder à faire une prédiction. D'accord? Si vous n'observez qu'une petite partie des facteurs importants, vous ne pouvez pas, à partir de là, vouloir faire une prédiction. Donc, il faut bien comprendre cela. Voilà. Bon, je vais faire une pause pour être sûr que jusqu'ici, la même longueur d'onde. OK. Bonne académie. Une question. OK. Oui.
Mhm. Ouais. Regardez, hein. OK. Bon, regardez, moi, vous savez, moi-même au début, je pensais en termes de, ouais, R carré, qualité d'ajustement. Je pensais que la qualité d'ajustement, c'était la qualité du modèle, mais c'est les deux ne sont pas pareils. Vous comprenez un peu. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que si je m'intéresse simplement à l'effet de l'âge, je fais ma régression, je mets juste l'âge dans le modèle, l'âge et l'âge au carré, d'accord? Comme on a fait tout à l'heure. J'obtiens euh, peut-être un modèle qui explique seulement 2%. Le R carré est peut-être de 2%. Est-ce que je vais dire que ce modèle-là est mauvais? Mais c'est normal, l'âge à lui seul ne peut pas expliquer pourquoi un individu accède et utilise les services financiers. On est d'accord, n'est-ce pas? Parmi les facteurs qui expliquent dans quelle mesure un individu accède et utilise les services financiers, l'âge n'est qu'un facteur parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Parce que si on fait ce modèle-là et on obtient un carré de 100%, ça veut dire que, en fait, les différences d'inclusion financière qu'on voit entre les individus dépendent uniquement de leurs âges. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est théoriquement normal ça? Est-ce que ça a un sens? Vous voyez que ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous voyez que si vous regardez les modèles que font les professionnels qui sont intéressés à prédire, n'est-ce pas? Vous allez voir qu'ils mettent beaucoup de variables dans les modèles. On parle de big data, n'est-ce pas? On parle de big data. Vous voyez les gens dans les finances, là, ils font un modèle, il y a 200 variables, 400 variables. Vous savez pourquoi? C'est parce que il veut être sûr que dans le modèle, il a mis tous les facteurs possibles, imaginables, qui sont disponibles, qui peuvent expliquer, n'est-ce pas, l'inclusion financière, ou alors qui peuvent expliquer le défaut de crédit, pour prendre le cas de la finance. Vous voyez? À ce moment-là, on va donc avoir des modèles qui se rapprochent donc de 50% de R carré, ou alors de 60%, ou alors de 70%, etc. Si vous faites un modèle, vous voyez même que le R carré, c'est 1. Vous pouvez être certain que votre modèle est biaisé. Parce que ça signifie que vous avez pris en compte tous les facteurs imaginables qui peuvent influencer le phénomène. Est-ce que c'est réaliste? Vous comprenez? Donc, vous devez faire la distinction entre qualité d'ajustement, qualité de prédiction, pouvoir prédictif. Ce n'est même pas qualité, c'est pouvoir prédictif. D'accord? Ça veut dire que notre modèle tel qu'il est en ce moment ne nous permet de prédire que 14% du comportement d'inclusion financière des gens. C'est ce que ça nous dit. Mais ça ne veut pas dire que le modèle est mauvais parce que notre modèle là nous permet quand même de voir que l'âge est un facteur important si on veut comprendre le comportement des gens en termes d'accès et d'utilisation des services financiers. Ça nous permet de voir que le sexe est un facteur important, qu'il y a des disparités de genre entre les hommes et les femmes en matière d'inclusion financière, n'est-ce pas? Ça nous permet de voir que l'éducation est un facteur important lorsqu'on veut comprendre pourquoi les gens accèdent et utilisent les services financiers. Donc, notre modèle est bon. Si notre but, c'était de comprendre l'attitude des gens en termes d'accès et d'utilisation des services financiers et qu'on se focalise sur les caractéristiques socio-économiques, notre modèle n'a aucun problème. Et si vous lisez, moi, un jour, ce qui m'a fait m'intéresser à cette question, c'est que j'ai lu un article qui est paru dans American Economic Review. Ça, c'est le Saint Graal en économie. Hein. C'est dit si vous publiez un article publié dans American Economic Review, ça veut dire que c'est les plus grands spécialistes en économie qui publient là-bas, quoi. Et dans ce modèle-là que je lisais, dans ce papier que je lisais, j'ai regardé les résultats de l'estimation. Je vois le R carré est de 0,0003. Je dis que, mais comment le modèle là, le R carré est faible comme ça et il a publié ça. Et c'est ça qui m'a fait comprendre qu'en fait, cette affaire de R carré là, c'est même pas ce que je croyais. Parce que je me suis intéressé, j'ai lu et j'ai fini par comprendre la distinction qu'on fait entre pouvoir prédictif et utilité d'un modèle. Le modèle peut avoir un faible pouvoir prédictif et être quand même très utile pour faire une analyse économique. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Il faut faire la distinction entre les deux.
Est-ce que c'est clair? Ou alors, est-ce que... D'accord, merci beaucoup. Oui, allez-y. OK? OK, OK, regardez quelque chose. Ce qu'il dit n'est pas faux, hein. Regardez. Regardez, par exemple, je vais repartager l'écran pour qu'on retourne sur les résultats qu'on a eus. OK? Si on revient ici, vous voyez, quand vous voulez voir donc, la qualité d'un modèle par rapport à ce que vous voulez faire, vous devez regarder la significativité individuelle, il dit ici. Vous voyez, voici le test de student de causalité individuelle, enfin, de significativité individuelle. Et vous avez la p-value ici. Normalement, quand vous faites une régression, si une variable n'est pas statistiquement significative, vous devez le préciser lorsque vous faites l'interprétation. Parce que vous pouvez interpréter, hein, si c'est important si la variable est importante dans votre analyse, vous pouvez interpréter, mais vous devez prendre la peine de faire savoir que ce n'est pas statistiquement significatif. D'accord? En fait, c'est quoi la significativité statistique? Ça veut dire simplement que la différence, par exemple, qu'on voit ici entre les hommes et les femmes, ce n'est pas dû au hasard, ce n'est pas dû au hasard des données. C'est dû au fait que dans la vraie vie, n'est-ce pas, dans la vraie vie, en moyenne, quand vous prenez le niveau d'inclusion financière d'un homme, vous prenez le niveau d'inclusion financière d'une femme, il y a de fortes chances que vous vous rendiez compte que l'homme a une meilleure inclusion financière que la femme. C'est ce que ça veut dire. Et vous devez regarder ça, ce qu'on appelle le test de causalité globale, le test de Fisher de causalité globale. Qu'est-ce que ça signifie, ce test? Ce test nous dit, est-ce que toutes les variables qu'on a mises ici dans le modèle prises ensemble, les variables qu'on a prises ici dans le modèle-ci, est-ce que lorsqu'on prend ce modèle-là en globalité, c'est un modèle qui permet d'expliquer l'inclusion financière? Vous voyez? Est-ce que les caractéristiques socio-économiques permettent vraiment d'expliquer les différences d'inclusion financière? C'est ce test-ci qui nous dit ça. Et vous voyez qu'ici, il est significatif. Donc, ça veut dire qu'effectivement, notre modèle-là, les caractéristiques socio-économiques et les variables qu'on a mis dans le modèle prises ensemble permettent effectivement d'expliquer les différences d'inclusion financière entre les individus. Donc, voilà ce que vous devez regarder lorsque vous faites une analyse dans laquelle vous êtes intéressé à la relation entre les variables, n'est-ce pas, explicatives et la variable dépendante. Maintenant, si le but de votre modèle-là, c'est de prédire, ça veut dire, vous voulez faire un modèle pour obtenir une équation à partir de laquelle, si vous prenez maintenant un individu, vous avez son âge, son sexe, son éducation. Vous devez mettre dans le modèle et obtenir son niveau d'inclusion financière. À partir de là, vous avez donc besoin d'un modèle qui a un bon pouvoir prédictif. Ça veut dire que vous devez chercher un modèle qui a le plus grand R carré possible. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. C'est important je sais que ça peut être choquant pour certains qui ont déjà intégré une certaine façon de voir, mais voilà, c'est un peu ça, quoi. On peut débattre de ça, bien sûr, mais moi, je suis de ceux qui pensent comme j'ai expliqué là. Okay. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une préoccupation? Alors... Ah oui, Gédéon, vous voulez poser une question? Vous voulez dire quelque chose? Non, en fait c'était pas une question. D'ailleurs, c'était la discussion que je faisais avec le collègue qui a soulevé la question. Moi, je le dis clairement que donc, le plus-value permet d'expliquer la significativité globale du modèle. Si le modèle est significatif, peut-être à un intervalle de confiance, peut-être à 95%, à 99%, ou même 90%, oui. Ça va. C'est ce que je lui disais, mais donc il ne comprenait pas. Donc, il doutait. Raison de poser la question. Je crois que vous avez répondu à sa préoccupation. C'est un peu ça. D'accord. Non, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que
lisez, vous savez, allez un peu, vous lisez et tout, vous allez mieux comprendre. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Même avec une grosse pratique, ce n'est pas souvent évident d'aborder ces questions-là. C'est un peu, surtout quand on a été habitué à entendre que, ouais, bon, le R carré, c'est la qualité du modèle, c'est la qualité du modèle. Voilà. Il y a même des gens qui ont du mal à présenter leur modèle parce qu'ils se disent que non, le R carré n'est pas bon et tout. Bon, ça ne veut rien dire, d'accord? Le modèle et son utilité dépendent de ce que vous voulez faire. Un modèle, même qui a un R carré de 0, peut être quand même très utile. Donc, tout dépend de ce que vous voulez faire de ce modèle-là, d'accord? Mais de toutes les manières, si le but de votre modèle, c'est de faire des prédictions, je répète, vous avez besoin d'un modèle qui a un grand R carré, le plus grand possible. Un R carré proche de 1. D'accord. OK. Donc, après avoir vu, je le partage. Après avoir fait dans ce test, il est donc légitime. On arrive ici, on a fini notre analyse, on a fait tous les tests qu'on pouvait. Maintenant, on veut donc exporter les résultats. Est-ce que tout le monde peut voir le tableau de résultats qui est là sur la slide? Voilà. Donc ça, c'est le style de tableau que vous voyez dans les documents, d'accord, dans les articles et tout. J'imagine que ça, c'est le genre de tableau que tout le monde veut faire après avoir fait ses estimations, n'est-ce pas? Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut faire. On va voir comment est-ce qu'on peut faire. Vous voyez là, il y a beaucoup d'étoiles comme vous aimez, hein? Il y a beaucoup d'étoiles partout. OK, donc, comment est-ce qu'on fait donc pour euh, euh, exporter ces résultats? D'accord. Vous pouvez faire, il y a une commande qui existe qui s'appelle ASDOC, qui vous permet ASDOC vous permet d'exporter vos résultats sur Word, exactement comme ça se présente ici, enfin, sous cette forme-ci. D'accord. Par exemple, si je fais, je prends la régression là, bon, je vais voir si ça marche. ASDOC, je ne sais pas s'il faut mettre 2 points, parce que j'utilise pas beaucoup ça souvent. Laissez-moi tester. Voilà, OK. Si vous précédez votre commande de ASDOC, comme ça, et que vous lancez la régression, ça va vous produire vos résultats sur Word. Si vous cliquez là sur myfile.doc, vous voyez, ça vous produit. Est-ce que vous voyez mon écran? Voilà. Vous voyez que là, vous avez vous avez vos résultats sur Word. D'accord? Tu vois, ça sort un peu comme, à peu près comme ça s'affiche sur, sur, euh, sur Stata. C'est pas mal, non? Donc, ça dépend. Dépendamment de ce que vous voulez faire, vous pouvez utiliser ASDOC. Surtout dans vos mémoires, là. Si vous voulez faire vos résultats dans le mémoire pour que ce soit un tableau qui occupe de l'espace, là. Si vous avez fait une seule régression, par exemple, si vous avez fait une seule régression, pour éviter d'avoir un long tableau qui est juste comme ça sur une ligne, ce ne sera pas joli, vous pouvez utiliser ASDOC. Comme ça, vous sortez vos résultats sous cette forme-ci. C'est très joli. Voilà, vous sortez vos résultats comme ça. Donc maintenant, cette forme-ci, ce n'est pas très souvent la forme qui est sollicitée lorsque vous voulez publier vos travaux dans un article. D'accord? On va donc voir comment est-ce qu'on fait euh, pour avoir nos résultats sous une forme comme celle qu'on voit dans les articles. OK, ça c'était juste une digression, hein. C'était juste pour expliquer quelque chose. Je vais retirer ça. Donc, je vais mettre ça là. OK. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ceux qui n'ont pas, enfin, pour exporter vos résultats sous la forme que vous avez vue dans les slides, vous devez chercher, vous devez installer, vous devez avoir une commande qui s'appelle outreg2. Outreg2. D'accord? Si vous n'avez pas ça dans votre Stata,
vous faites cette commande, si vous vous connectez à Internet, vous installez donc Outrek 2 en faisant SSC install Outrek 2. Une fois que vous avez Outrek 2, ce que vous faites donc, ce que nous on va faire ici pour illustrer, c'est qu'on va mettre toutes les régressions qu'on a faites depuis le début depuis le début du webinaire, on va mettre tous ces résultats dans un même tableau. Je vois que quelqu'un a fait un commentaire, laissez-moi regarder. Quelqu'un a laissé un message dans les commentaires. Ah non, non. Ah, j'avais cru que quelqu'un avait laissé un message. Bon, ok, il n'y a pas de message. Bien, on revient à Stata. Donc, ce qu'on fait alors, c'est quoi? Regardez. Si on lance notre régression, vous voyez, on lance notre régression. Directement après la régression, on fait cette commande outrec 2 using myreg, vous voyez, myreg.xls, virgule, replace. OK. Vous voyez ici, le point XLS. XLS, c'est parce qu'on veut sortir les résultats sur Excel. Ça, c'est ce que je vous recommande, de sortir vos résultats sur Excel. D'accord? Si vous voulez les sortir sur Word, vous mettez .doc. Si vous voulez les sortir sur LaTeX, vous mettez ici .tech. Vous voyez, vous mettez sur .tech, vous mettez ici .tech. OK. Maintenant, l'option si replace, c'est pour vider le fichier myreg.xls. S'il y avait déjà quelque chose là-dedans, quand vous mettez cette option, ça permet d'effacer le fichier et de commencer par cette régression que vous êtes en train de faire. OK? Donc, si on lance cette commande, on lance la régression, après on fait outrec 2, autant pour moi. Si on lance ça, vous voyez ici, on nous dit myreg.xls. Si je clique dessus, mon résultat va s'afficher sur Excel. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Est-ce que tout le monde voit l'écran? Est-ce que vous voyez encore mon écran? Allô? Ok, d'accord, oui, parce que je ne peux pas, comme j'ai fermé toutes les fenêtres là, je ne peux pas savoir si vous voyez ou pas. Ok, donc, vous voyez que là, ça nous sort les résultats un peu sur la forme qu'on a l'habitude de voir, n'est-ce pas? Si je fais aperçu, ouais, ouais. Ok, si on va sur l'aperçu, vous voyez, c'est comme ça que ça s'affiche. Sur cette forme-ci. Ok, donc, ce que vous faites donc, c'est que si vous voulez donc rajouter dans ce tableau-là toutes les régressions qu'on a faites, après avoir fait ça, vous faites votre deuxième régression, vous faites outrec 2, mais cette fois-ci, au lieu de dire replace, vous dites plutôt append. Append, ça signifie simplement d'ajouter ce résultat dans le précédent. D'accord? Vous faites toutes vos régressions et à chaque fois, vous faites outrec 2 et vous dites append. Donc, si je lance tout ça, vous voyez que avant de lancer ça, je ferme d'abord le fichier Excel. Si je ne le ferme pas, ça ne va pas marcher. D'accord? Vous devez toujours veiller à ce que ce soit fermé, que le fichier Excel myreg.xls soit fermé au moment où vous lancez. Et donc, après avoir fait ça, si j'ouvre encore le fichier Excel, vous faites oui. Vous voyez que maintenant, mes résultats apparaissent là dans le même tableau. Vous voyez? Voici la première régression ici. Il y avait une seule variable, c'était âge.
Voici la deuxième régression. Il y avait l'âge et l'âge au carré. Et voici la troisième régression où il y avait toutes mes variables que j'ai ajoutées. Ici, vous avez la constante, d'accord? Et à chaque fois, vous voyez, il vous met entre parenthèses. Regardez ici, il vous dit standard errors in parentheses. Ça veut dire que les erreurs standards sont entre parenthèses. Et là, il vous indique la significativité. Il vous dit que 3 étoiles significatifs à 1%, 2 étoiles à 5% et 1 étoile à 10%. Vous voyez, ça, c'est le style de résultat que vous avez l'habitude de voir, n'est-ce pas, dans les articles. Maintenant, quelqu'un m'a dit, quelqu'un a dit hier que le problème, quand il sortait les résultats, c'est qu'il ne voyait plus les tests, il ne voyait plus tous les résultats, tous les tests. C'est ça? Je crois que quelqu'un a mentionné ça hier. Ok, d'accord, oui. Quelqu'un a mentionné ça hier. Bon, si vous voyez que ce qui est sorti sur Excel là, à part les significativités individuelles là, vous avez quoi d'autre? Vous avez le nombre d'observations et le R carré, n'est-ce pas? Vous voyez comment le R carré a évolué. On est passé à un modèle où le R carré était de 0,3% à un modèle où il était de 1,6%, à ce modèle-ci où il est maintenant de 14,2%. Maintenant, si vous voulez faire sortir les autres statistiques comme le test de Fisher, de causalité globale et autres choses comme ça, vous devez venir ici. Bon, je referme d'abord Excel. Hein. Je referme. Voilà. Je referme Excel. Je reviens ici. Et vous devez ajouter une option qui s'appelle, si vous voulez, toutes les statistiques de l'estimation, vous rajoutez cette option-ci, E, vous ouvrez les parenthèses et vous dites all, comme ça, E, A, L, L entre parenthèses. Cette option-ci indique à Outrec 2 que vous voulez tous les résultats possibles de l'estimation. Vous voyez? Bon, si je relance tout ça, ouais, je commence en haut parce que je veux faire replace pour remplacer ce qui était d'abord là. Donc, si je lance tout ceci et que j'ouvre MyRec, je dis oui, vous allez voir que cette fois-ci en bas, désolé, vous allez voir que cette fois-ci en bas, là, j'ai plein de statistiques. Vous voyez, le nombre d'observations, le R carré, au rang de ceci, voici le R carré ajusté, voici le RMSE, voici le RMSE, voici la statistique de Fisher, de causalité globale, puis il y a même les degrés de liberté. Vous voyez, vous avez plein de choses comme ça. Voilà. Et maintenant, c'est à vous de sélectionner ce que vous voulez garder et ce que vous jugez être superfétatoire. OK. Donc, voilà comment vous faites pour sortir vos résultats. Et comme on a déjà vu la tech ensemble, vous voyez qu'après avoir arrangé votre tableau ici, vous pouvez le sélectionner simplement comme ça et le transformer en LaTeX. D'accord? En venant ici, vous faites. Si je sélectionne ça, je viens ici, je clique, j'active les macros. Vous voyez que ça me produit le code LaTeX de mon tableau là. OK. Donc voilà un peu ce que vous pouvez faire pour extraire vos résultats, pour exporter vos résultats après votre analyse. Est-ce que tout est OK jusqu'ici? Super. Est-ce que quelqu'un a une préoccupation, un commentaire ou quelque chose? OK. Bon, s'il n'y a pas de préoccupation. Ah oui, Brain Academia, allez-y. Oui. Ah bon? C'est que peut-être non, c'est que
Waouh. Non, c'est que peut-être il y a une erreur, il y a peut-être une erreur dans votre code, il faut vérifier. Vous savez, en fait, la tech, quand vous l'installez au départ, vous n'avez pas beaucoup de packages, vous avez juste les packages standards. Vous voyez mon LaTeX avec plein de packages là. C'est parce que j'utilise ça depuis des années et que chaque fois, je ne fais que rajouter les packages que je n'ai pas. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai quasiment tous les packages qui existent depuis que j'ai commencé à travailler. Enfin, les packages que j'utilise, bien sûr, parce qu'il y en a des milliers des packages. Les gens en créent chaque jour. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous devez installer votre LaTeX et être toujours connecté lorsque vous travaillez. Ça permet que si vous chargez un package qui n'est pas installé, LaTeX va vous proposer une petite fenêtre là. Vous cliquez seulement sur Install et ça va installer. D'accord? Donc, je crois que peut-être on va essayer de faire un jour une séance où on installe un peu LaTeX. Mhm. Oui, oui, tout à fait. Non, ça peut même être toujours un problème d'erreur. Ça peut être toujours un problème d'erreur, mais c'est pas grave parce que bon, vous devez savoir que avant d'installer une nouvelle version là, enlevez d'abord l'ancienne, hein. Sinon, vous n'allez plus jamais pouvoir utiliser la. Vous ne pouvez pas installer deux versions de LaTeX dans le même ordinateur. Bon, on en reparlera, d'accord. On va voir si le temps nous permet, en fonction des, en fonction des possibilités, on va voir si on peut faire on peut avoir une discussion à ce sujet. Donc voilà un peu pour ce qui concerne donc l'estimation, en fait l'analyse de régression linéaire. C'est tout ça qu'on appelle donc l'analyse de régression linéaire. C'est-à-dire vous lancez, vous faites les tests et tout, vous améliorez votre modèle et tout, et à la fin vous sortez les résultats. Bon, là maintenant, on peut donc, si personne n'a plus de si quelqu'un n'a plus de préoccupation ou de commentaires, on peut donc terminer, en fait, on peut donc passer le reste de la séance un peu dans l'interprétation des résultats, tout ça, d'accord? Et avoir les questions-réponses. Donc, je vais repartager parce que je me suis amusé quand même à mettre dans les slides que vous allez avoir, enfin, pour ceux qui sont sur Link, parce que ça va être publié, donc vous pouvez télécharger ça à partir de LinkedIn. Donc, comme ça, vous voyez là, ici, là, interprétation des résultats. Donc, je me suis amusé un peu à faire un peu l'interprétation comme ce que vous pouvez faire dans votre article, quoi. De faire une interprétation économique qui va au-delà de la simple interprétation économétrique. Vous voyez ici. Donc, pour l'âge, par exemple, on voit que lorsqu'on met juste là dans le modèle, une année supplémentaire, en fait, donc une année de plus augmente l'indice d'inclusion financière d'environ 0,02 points de pourcentage. Ça. Mais lorsqu'on fait le modèle complet, on se rend compte que quoi? Les jeunes dont utilisent peu les services financiers, c'est normal. L'usage augmente avec l'entrée dans la vie active et atteint un pic vers 51 ans, puis diminue à l'approche de la retraite. C'est comme ça que vous pouvez interpréter les coefficients de âge et âge au carré, d'accord? Ce 51 ans-ci, c'est le fait d'avoir introduit l'âge au carré qui nous a permis de mesurer ça, de calculer ça. On a vu ça l'autre jour, comment on calcule à partir de Stata. Le genre, on voit que oui, une femme a un indice d'inclusion financière inférieur à 0,6 points de pourcentage en moyenne par rapport à celui d'un homme. L'éducation, on voit que avoir fait des études, n'est-ce pas, secondaires, augmente fortement l'utilisation des services financiers par rapport à quelqu'un sans éducation formelle. Et de même, avoir fait des études supérieures double presque cet avantage. Donc, voilà un peu comment vous pouvez interpréter ces résultats-là. Vous devez savoir que lorsque vous mettez les variables qualitatives dans les modèles, dans le modèle de régression linéaire, avec une variable dépendante quantitative,
ce que vous obtenez un peu, c'est un peu des sortes de comparaisons entre les modalités qui apparaissent et la modalité de référence. D'accord? Donc, voilà un peu, bien sûr, toutes ces interprétations-là, ça se fait toutes choses égales par ailleurs, on le sait. Donc, quand vous allez avoir les slides, vous allez pouvoir venir ici pour avoir un peu une idée de comment vous pouvez interpréter votre modèle. OK. Donc, j'aurais essayé aimé attirer votre attention sur quelque chose, c'est que l'analyse de régression linéaire telle qu'on vient de faire là, nous permet de déceler un peu l'association entre les variables, en quelque sorte des corrélations, vous voyez. Ça ne nous permet pas d'inférer sur la causalité. Parce que vous devez comprendre que corrélation n'est pas causalité. D'accord? Ce n'est pas parce que, euh, 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 je ne sais pas moi, chaque fois que vous portez votre chaussure blanche, vous sortez, il pleut. Vous ne pouvez pas dire que c'est le fait d'avoir porté votre chaussure blanche qui a provoqué la pluie. D'accord? C'est juste une coïncidence. Chaque fois que vous sortez avec votre chaussure bleue là, vous trouvez qu'il a plu. Ou alors il pleut quand vous êtes dehors. C'est une coïncidence. Vous ne pouvez pas dire que c'est le fait d'avoir porté votre chaussure bleue qui a provoqué la pluie. D'accord? Il faut faire attention. Lorsqu'on interprète les résultats faits avec l'analyse qu'on vient de voir, on parle en termes d'association. On voit que l'âge est significativement associé, est lié à l'inclusion financière, mais on ne peut pas parler en termes de corrélation. D'accord? Que si vous donnez un niveau d'éducation supérieur à un individu, voici l'effet que ça va avoir sur son niveau d'inclusion financière. Non, on ne peut pas l'interpréter comme ça. Si vous voulez isoler l'effet causal d'un phénomène sur une variable, vous devez donc aller vers les méthodes d'inférence causale plus avancées, notamment les méthodes d'évaluation d'impact. D'accord? Je vous ai laissé quelques références ici des 2 dernières publications que j'ai faites. Je vous ai mis les références complètes ici. Vous pouvez même accéder à partir du lien ici. Et je vous ai laissé quelques références si vous voulez améliorer vos connaissances théoriques en économétrie. Je vous ai laissé la Econometric Analysis de William Green. C'est pas mal. Il y a même ce livre de Hamilton intitulé Statistics with Stata. C'est un peu de l'économétrie. Hein, ça commence de l'analyse statistique jusqu'à l'analyse économétrique avec Stata. Et je vous ai aussi laissé Torrena. C'est pas très récent, mais c'est très intéressant. D'accord? Je m'en suis beaucoup inspiré pour préparer les slides que je vous ai préparés. Enfin, c'est quelque chose que je lisais déjà depuis quand je faisais mon master. Donc voilà. Et bien sûr, si vous avez des questions après ce séminaire, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par tout autre canal accessible pour vous. On va pouvoir échanger sur votre préoccupation. OK. Donc là, ainsi s'achève donc notre séminaire. Donc, je vous remercie pour votre assiduité et votre dynamisme pendant le webinaire. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas là, il nous reste quelques minutes. Ça nous permet de discuter 2-3 choses si quelqu'un a une préoccupation avant de se séparer. Eh bien, avant même, ce serait bien si vous pouvez allumer vos caméras, ça me ferait plaisir pour qu'on fasse une photo de famille. Il faudrait quand même laisser une trace et dire que le 19 avril 2026, on avait fait un webinaire ensemble, n'est-ce pas? Donc, si vous pouvez me faire l'amitié d'activer vos caméras, pour ceux qui le peuvent, pour ceux qui le veulent bien, parce que qui veut peut. Et donc, ça permettra de faire une petite photo de famille. Ravi de vous voir. OK, donc, voilà, faites les screenshots, vous allez les envoyer dans le groupe. Ça va nous permettre de nous remémorer cette séance.
Donc, ouais, n'hésitez pas à faire des screenshots. OK, merci bien. Donc, je suis vraiment content de voir des visages des aînés ici à moi qui sont là, qui vont faire l'amitié de suivre. Et puis, félicitations particulières encore à docteur Rosine Matondo. C'est une aînée, hein, il faut la chercher. Hein. Quand elle va rentrer, quand elle va venir au pays, là, il faut la chercher, d'accord? C'est une compatriote à vous. Elle a brillamment défendu sa thèse ici au Cameroun, à l'université de Tchang, en économie de gestion, en sciences de gestion. C'est vraiment une chercheuse brillante. J'ai eu l'occasion de travailler avec elle. Donc, tous ceux qui font sciences de gestion là et qui s'intéressent à la science de gestion, rapprochez-vous du docteur Rosine Matondo. C'est vraiment une valeur sûre dont le Congo peut être très fier. Voilà. Donc, bon. Ah bah, Rosine, vous pouvez les jeunes s'intéressent à savoir comment ils peuvent, là où ils peuvent vous rencontrer. Est-ce que vous êtes encore au Cameroun ou est-ce que vous êtes déjà rentré au pays? Oui, merci pour la parole donnée. Bonjour encore à tout le monde. Bon, je suis encore au Cameroun. Je suis encore au OK. Cameroun. Je pense que je serai au Congo au plus tard, peut-être fin juin, juillet, comme ça. Mais ce n'est pas encore Ah, fixé. d'accord. C'est magnifique. Oui. Je suis de la province du Congo central, précisément dans la ville de Boma. Oui, Ah, OK. ok. Voilà, donc c'est aussi ça l'avantage de participer à ce type d'événement, c'est que vous pouvez rencontrer des personnes comme ça. J'ai aussi mon aîné ici, le docteur Charlie Mengue, qui m'a fait l'honneur de participer. C'est sûr qu'il voulait contrôler pour être sûr que j'ai bien appris tout ce qu'il m'a montré. Donc, voilà, il est là. Je suis très content de le voir. Hier aussi, il y avait le docteur Abba qui était là. J'imagine qu'aujourd'hui, son calendrier ne lui a pas permis d'être des nôtres. C'est pas grave. Donc, voilà un peu quoi. Ça vous montre aussi le sérieux que les gens accordent à ce genre de discussion. Donc, chaque fois que vous avez l'occasion de discuter de ce genre de choses, n'hésitez pas à venir massivement participer au webinaire. Donc, voilà, je vous laisse poser vos questions et préoccupations si vous en avez. S'il n'y en a plus, on va simplement se séparer et se dire à une autre fois. Ah oui, Gédéon a une question. Oui, allez-y. Voilà, merci. Merci beaucoup, cher formateur, pour ce moment que vous avez passé avec nous, pour la qualité de partage. Et vous avez montré de manière exceptionnelle comment vous pouvez nous former dans ce sens. Mais quand même, avant de nous quitter, moi j'avais une question. J'avais une question. Oui. Bon, ça risque d'être un peu long. Je m'en excuse d'avance. Voilà. Étant donné, par exemple, moi j'ai fait une étude donnée, c'est un cadre de mes travaux qui sont en cours. Dans la mesure où je dois étudier, donc j'ai des concepts qui sont un peu théoriques. Alors, au niveau de l'opérationnalisation de mes variables, par exemple, où je dois changer, donc capturer ces variables latentes en des concepts, ou bien, je veux dire, construire des indices sur base de ces variables qui sont non observables, si je peux dire que dans ce sens. Et puis, donc, on sait bien, avant même d'aller à ce niveau, donc, que la construction des items, ça provient de la littérature. La littérature nous permet de construire des items et par après, ces items qui nous permettront, dans ce sens, de faire des indices ou bien construire des indices. Voilà. Alors, moi, j'aimerais savoir
dans la mesure où on a des items qui expliquent de façon, donc, avant de les dire, je veux dire que ces concepts que je cherche à expliquer ont des aspects, beaucoup de dimensions, et c'est toutes ces dimensions qui sont des indices. Alors, la question, quand on des items, je vais construire des comment, donc, au niveau, quels sont les et puis, avec ces items, je me dis Gideon, en j'ai du mal à t'entendre là. Je ne sais pas si c'est peut-être de mon côté ou du tien. Non, la question est très intéressante. Vous étiez sur le point de poser votre question proprement dite après les explications que vous avez données. Je n'ai pas saisi la question. C'est quoi la question? Je cherche maintenant à savoir si ces items représentent des façons de manière globale et insuffisante. Comme je ne peux pas bien entendre ce qu'on va faire, je crois avoir compris la question. Qui sont formulés, qui ont comme sous-bassement la littérature. Alors, et puis ça se fait grâce à une analyse factorielle, exploratoire et confirmatoire. Alors, la question, comment ça se fait maintenant au niveau des data? Je ne sais pas si vous avez à l'aborder hier, je n'ai pas suivi l'intégralité de toute la formation, alors, mais comment on arrive à le faire? Donc, l'analyse exploratoire. Ok. Analyse je crois que exploratoire, d'abord pour voir les items qui se répondent de façon significative, et puis aller maintenant au niveau de l'analyse factorielle confirmatoire, maintenant voir comment ces items, ça le permet de le confirmer. C'est un peu ça ma question. Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Oui, très bien, j'ai compris la question. Ce que vous êtes en train de vouloir faire, vous avez deux manières de faire ce que vous voulez faire. Hein. D'accord. Si vous voulez utiliser vos différentes vos variables latentes, là, si vous voulez raisonner en termes de variables latentes, vous pouvez utiliser une méthode qui s'appelle la modélisation par équation structurelle. Modélisation par équation structurelle. D'accord? Et ça, c'est une façon. Là-bas, vous allez faire dans votre analyse, comme vous dites, l'analyse préliminaire et puis l'analyse confirmatoire. Là. Et vous pouvez aussi donc construire un indice, si vous voulez. Vous pouvez donc construire un indice composite, n'est-ce pas, qui réunit toutes ces dimensions-là en une seule variable quantitative et l'utiliser ainsi dans une analyse économétrique. Donc voilà les deux possibilités que vous avez. Donc ça, je crois qu'il faut faire le choix en fonction du contexte et en fonction des objectifs de votre recherche. Et vous devez aussi en discuter avec votre directeur de recherche. Il va vous dire laquelle des deux approches est la plus indiquée et laquelle est l'approche que lui, il préfère dans le cadre de votre analyse. Est-ce que vous m'écoutez, Gédéon? Allô? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas la possibilité de combiner ces deux méthodes, dans le sens où donc, on avait déjà des items, puis d'abord on se rassure par rapport donc, à la validité de ces items. Oui, je vous écoute. Si vous choisissez la deuxième approche, d'accord, ça veut dire construire un indice. Bien sûr qu'avant de construire un indice, il faut d'abord veiller à ce qu'on appelle la cohérence interne des différents items par rapport aux dimensions. Et pour ça, vous devez vous servir d'une statistique. Moi, quand je fais ça, j'utilise une statistique qu'on appelle l'indice de Cronbach. D'accord? L'indice de Cronbach. Ça vous permet de voir si les différents items qui sont dans une dimension sont cohérents. Et ça vous permet donc de faire une sélection entre les items qui sont pertinents et celles qui ne le sont pas. Comprenez?
Je crois qu'on a perdu Gédéon. C'est pas grave. Donc voilà un peu comment vous pouvez le faire. Et justement, vous pouvez en discuter avec le docteur Rosine. Elle connaît bien ces notions-là de variables latentes, de modélisation par équation structurelle et d'analyse de cohérence et de construction de, hein. Mais si vous voulez plus de détails, vous pouvez m'écrire aussi par mail et on va en discuter, d'accord, Gédéon? Parce que D'accord, c'est bien vrai reçu. que ma réponse ici ne peut être que succincte. Mais voilà, peut-être que en parlant de manière plus informelle, on pourra avoir plus de temps pour revenir en détail. Est-ce que quelqu'un d'autre a une préoccupation, une question avant qu'on ne sorte, avant qu'on ne lève la séance? Donc, tout est passé, tout le monde a bien compris l'analyse de régression linéaire avec Stata. Donc, vous êtes des pros maintenant. Si on me demande, on veut quelqu'un là pour faire une analyse de régression linéaire avec Stata, j'appelle n'importe lequel d'entre vous, c'est ça? Super. OK. Ça me rassure alors, je suis très content. Bah, dans ce cas, on va lever la séance. Je vous souhaite bonne suite. Continuez à améliorer vos connaissances. Ah, Brain Academia, OK, oui, une question. Oui. OK, donc merci à tous. N'oubliez pas vraiment de remplir ce questionnaire. Ça permet de savoir quelle a été, d'apprécier, n'est-ce pas, l'évaluation que vous avez fait des webinaires. Et voilà, ça permet qu'à l'avenir, si on va en faire d'autres, qu'on sache sur quel point on a encore des choses à améliorer et ce qu'il faut maintenir. Donc, merci encore à tous. Ça a été un réel plaisir pour moi d'échanger avec vous pendant ces 4 jours. Donc, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite de continuer à améliorer nos connaissances et que, voilà, à une prochaine fois pour d'autres sujets. Bye bye. On reste en contact. Ciao. Ciao. Ça va, merci, merci. Voilà, chers participants, merci pour votre disponibilité. Nous sommes vraiment ravis pour ces 4 jours qu'on a passés avec vous. On était en train d'aborder des logiciels